Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Ouais, oui Michel. Oui Michel. Rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Thierry Henry la frappe très enveloppée. Elle est dedans. Elle est dedans. Allez, Kylian. Bienvenue dans 11 de choc, le podcast qui secoue l'histoire du foot. Moi, c'est Cédric et je serai accompagné de Benoît durant chaque épisode. Salut Benoît. Salut tout le monde. Et ensemble, on va plonger dans l'histoire du foot à travers des top 11 sur différentes thématiques et des 11 types. L'idée, ce sera surtout de discuter de foot, d'évoquer nos souvenirs, de plonger dans l'histoire de ce sport et peut-être d'aller contre certaines idées reçues. Et donc, à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, on va parler des grandes sélections du foot et on va se prêter au jeu du 11 type, en commençant par l'équipe de France, évidemment. Oui, Cocorico, nos bleus qui nous sont chers. Moi, je pense qu'on s'est tous un jour prêtés à l'exercice de faire notre 11 type des Bleus, donc on va essayer de le faire. Mais on va faire les choses correctement. Il ne va pas s'agir de juste faire un agglomérat de stars. Oui, c'est pas forcément l'idée de mettre 11 attaquants ou 11 numéro 10, hein. C'est d'avoir une équipe forcément équilibrée qui pourrait gagner et performer, quoi. Ouais, et ça va forcément nous obliger à faire des choix, notamment devant. On va aussi instaurer une règle, c'est qu'on s'intéresse au foot qu'à partir des années 70, et ce sera valable dans tous nos épisodes. Ouais, au-delà, on estime que c'est un peu la préhistoire du foot, on va pas trop s'en occuper, donc il n'y aura pas de Copa, pas de Piantoni, pas de Fontaine. Exactement. Et pour nous aider à faire notre sélection, on s'est appuyé sur des critères, 5 critères d'évaluation pour sélectionner nos joueurs. Premier critère, le niveau intrinsèque du joueur, évidemment. Deuxième critère, sa longévité. On va regarder le nombre de sélections, le nombre de tournois joués. Troisième critère, le palmarès en équipe de France. Quatrième critère, l'importance du joueur dans l'équipe, son rôle, son influence, aussi bien dans le jeu que sur ses partenaires. Et cinquième et dernier critère, l'importance dans les grands matchs et dans les grandes compétitions. Alors je rappelle qu'on fait le 11 de l'équipe de France et pas le 11 des joueurs français. Donc on doit considérer uniquement la carrière internationale des joueurs et mettre de côté tous les accomplissements en club. Et c'est peut-être ce qui va créer des surprises, voire des scandales. En tout cas, moi je te le dis par avance, mon équipe est scandaleuse. J'ai des absences qui sont scandaleuses. Ouais, moi ça va. J'ai eu ouais, 2-3 absences où je me suis dit: «Bon, ça me fait un peu suer de pas mettre ce joueur», mais en vrai, ça va. Je suis plutôt raccord, avec cette équipe. Ce qui est chaud, c'est qu'en fait, il y a quand même, 3 générations, très, très costauds Ouais, c'est ça. et à des postes identiques parfois. C'est ça qui est compliqué pour l'équipe de France. Ouais, j'ai vraiment essayé de respecter les critères qu'on a étayés au maximum et du coup je m'auto-surprends à mettre des joueurs plus que d'autres. Donc on va passer en revue nos équipes poste par poste et je te propose qu'on commence tout de suite, hein. Déjà avec le gardien de but et déjà peut-être un choix Un premier désaccord. pas évident. Je vais quand même rappeler, on a quand même un joueur qui est recordman de sélection en bleu, 145 sélections, capitaine de l'équipe de France pendant plus de 10 ans et champion du monde. Ah bah, c'est mon gardien, Hugo Lloris. Eh ben moi, c'est pas mon gardien. Ouais, je m'en doutais, je m'en doutais. Eh oui, moi, c'est pas mon gardien. Moi, j'ai choisi Fabien Barthez. Ouais, je comprends. Je pense que j'aurais pu avoir Barthez avant la dernière coupe du monde. La 2022? Ouais, ouais, pas parce qu'il est, décisif Lloris, mais parce que finalement ça fait qu'en termes de compétition, ça fait Ouais, beaucoup. ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. Mais en 2022, tu vois, moi, justement, je mets plutôt à son discrédit le fait qu'il soit encore titulaire dans cette équipe parce qu'en 2022, on est beaucoup, je pense, à réclamer Maignan, hein. Oui, mais en 2006, on est beaucoup à réclamer Coupé C'est aussi, vrai. donc tu Oui, vois, oui, c'est vrai. c'est la même chose. C'est vrai. Et moi, l'autre chose qui fait que j'aimais pas Barthez, c'est que Barthez aujourd'hui doit avoir à peu près une 90 sélections, 87, ouais. 87, Ouais. ouais. Barthez, il aurait dû en avoir 20 de plus. Et le mec, c'est juste une grosse feignasse et parfois, elle l'a dit, hein, de toute façon, il racontait qu'il avait mal au dos pour pas venir en équipe de France. Et moi, un gardien qui refuse des sélections, ouais, c'est pas possible en fait. Ça peut pas être ton gardien du 11 all-time de l'équipe de France. Alors moi, je vais te dire pourquoi c'est mon gardien. J'ai forcément hésité parce qu'en fait, Lloris, ça paraît évident. Déjà, pour revenir sur Lloris, il est capitaine par défaut. C'est-à-dire qu'il devient capitaine après le fiasco de 2010 parce qu'à ce moment-là,
il y a plus aucun joueur qui est légitime pour porter le brassard. Il y a même plus aucun joueur presque qui est légitime pour être titulaire en équipe de France. Et du coup, il reste que le gardien. Donc, logiquement, il va choper le brassard. Il profite aussi un peu, je pense, du fait qu'il a une image de gendre idéal au passage. Mais faut pas oublier que Lloris, il est dans le bus. Voilà, il est dans le bus de Naïsna. Et c'est le capitaine, mais est-ce que c'est un vrai leader? Ça, je sais pas trop. Et Lloris, il y a un autre truc. Je suis obligé de lui trouver des points négatifs, hein, forcément, pour justifier le fait que je ne le mette pas. Bah, c'est les boulettes. Il a des boulettes en équipe de France. Ce soit le match de qualif contre la Suède. Ouais. Il y a la bourde en finale de 2018. Pour moi, mine de rien, c'est beaucoup. Celle-ci, elle fait mal. Ouais, 2 en 15 ans sur par contre aucune répercussion, sur ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire que la Suède, Non, c'est sûr. tu gagnes pas le match, mais je veux dire, tu vas te qualifier et tu vas gagner la finale de coupe du monde, donc Tu as aussi un autre truc, c'est le fait qu'il soit absolument inexistant dans l'exercice des tirs au but. Et ça te fait mal en 2021 et en 2022. Et mine de rien, quand on parle de la sélection, en sélection, les tirs au but, c'est pas un détail parce que tu joues des tournois où tu as des éliminations directes et du coup, les tirs au but, c'est un exercice qui est fréquent. Alors, Barthez, c'est pas un pas cadre non dans plus l'exercice, mais mine de extraordinaire. rien, il est décisif en 98 et même sur les pénaltys. Hugo Lloris, je trouve que sur les pénaltys, on peut pas non plus lui enlever grand-chose. C'est-à-dire contre la Suisse, même s'ils sont éliminés de tirs au but, bah, il sort un des rares pénaltys de sa carrière, dans le match, alors que s'il l'arrête pas, clairement le match il est fini. C'est-à-dire que tu ne vas même pas au tir au but puisqu'il y a 3-0 pour la Suisse à ce moment-là, ou 2-0 pour la Suisse à ce moment-là. De toute façon, sur ces deux matchs-là, on va pas se mentir, la Suisse ou l'Argentine, tu abordes les tirs au but avec une psychologie compliquée Oui, parce que tu te fais remonter contre la Suisse et contre l'Argentine, tu bah, tu viendras la de une balle de balle de match. match. Ouais, Ouais. ouais, Donc, totalement. donc c'est pas simple, mais tu sais aussi que tu perds d'avance parce que les joueurs peuvent pas se reposer sur Lloris en se disant non mais c'est bon, ça va le faire, on a Lloris dans les Non, buts. mais c'est sûr, mais de toute façon, ça a toujours été le point faible de sa carrière et puis après je te rejoins, il a cette image un peu lisse, Là où Barthez, justement, c'est la coqueluche de l'équipe de France après Mondial 98. ouais. Parce qu'il est hyper décisif dans ce tournoi, et surtout en finale, une finale que tout le monde regarde. Alors l'équipe de France laisse pas grand-chose au Brésil dans cette finale, mais le peu qu'il leur laisse, bah Barthez il est là, il impressionne énormément. Et donc quand on sort de cette finale de Coupe du Monde, Barthez devient tout de suite mais presque une icône de la pop culture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu demandes 2-3 noms de l'équipe de France au grand public, on va te citer Zidane, et le nom de Barthez va venir tout de suite après. Tout le monde connaît Barthez. Même Chirac, je pense que ça fait partie des joueurs qu'il connaît. Il va décomplexer les chauves. C'est vrai, ouais. C'est vrai. L'idole En des termes chauves. d'image. Alors que c'est un mec qui est pas, je pense, charismatique dans un vestiaire, etc. Mais il est tellement fantasque dans son jeu. Ça va devenir une coqueluche, quoi. Mais oui, c'est la coqueluche, il a ses marionnettes Guignol, enfin tu vois bien, il a ce truc-là. Donc il est en équipe de France, il a quelque chose de rassurant pour sa défense. Je pense Oui. qu'il n'a pas toujours eu en club dans sa carrière, notamment sur certains passages à Manchester ou à Marseille. Mais oui, c'est ça, c'est que c'est un gardien à boulette. Hein. On parlait de Lloris, mais Barthez, c'est un vrai gardien à boulette. Mais en équipe de France, il est nickel. Et il n'en a pas. Ouais, alors après en 2006, il est franchement, je me rappelle bien mieux de la Coupe du monde 2006, il est limite sur plein d'interventions. Franchement, il est pas du tout Non, rassurant. mais 2006, je suis d'accord avec toi, il doit pas être titulaire dans ce tournoi. Mais si je prends en compte son pic 98-2000, et 2000, il est encore plus fort que 98, je pense. Ouais. 2000, faut se rappeler à quel point il est décisif. En demi-finale, où il se sort une tête d'Abel Xavier, et même en finale, il te sauve un peu les miches sur les arrêts face à Del Piero. Et surtout, j'oublierai jamais aussi que Barthez, c'est l'avant-dernier passeur sur l'égalisation de Viltord. C'est une des premières images qui me vient en équipe de Barthez. Mine de rien, ce jeu au pied, c'est aussi ce qui rend Barthez assez singulier dans son époque. Et c'est ce qui contribue un peu plus à le mettre titulaire pour moi dans mon jeu. C'est assez serré, les 2 se tiennent. Je te dis avant la dernière coupe du monde, je pense que s'il y avait pas cette compète, je crois que j'avais encore Barthez. Parce que Lloris, je le trouve justement trop neutre. C'est ce qui peut être lui reprocher, hein. Tu sais, tu parles Bah de oui, son c'est image de ça. gendre idéal, mais c'est aussi une image, très neutre où il donne pas grand-chose. En conférence de presse, il est très langue de bois, très, très Ah lisse ouais, ouais. et en même temps, voilà, tu peux pas lui enlever, il fait le job à sa manière et des fois ça protège certainement l'équipe aussi, tu vois? Ouais. Mais c'est vrai, il y a moins d'attache, je pense, de personnalité chez Lloris. Par contre, je trouve qu'en longévité et en même aspect décisif, il est peut-être un cran dessus. Alors ça commence bien parce qu'on n'est pas d'accord, mais je te propose qu'on enchaîne et qu'on passe à la défense. Et je pense que là, c'est encore plus compliqué avec les défenseurs. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est chaud.
C'est là que tu te rends compte que, la France, elle a eu des putains de défenseurs, en fait, hein. Ouais, je vais juste faire un petit historique des défenseurs de l'équipe de France pour qu'on se rende compte à quel point ça va être difficile. Donc si je les prends dans l'ordre chronologique, on a Marius Trésor, qui à son époque va être recordman de sélection en équipe de France. Il sera battu par Maxime Bossis, recordman de sélection en équipe de France, qui lui-même sera battu par Manuel Amoros, qui lui-même sera battu par Deschamps puis Marcel Desailly, qui lui-même va être battu par Thuram. Donc là, tu as déjà 5 défenseurs qui, à leur époque, ont été recordman de sélection en bleu. Tu rajoutes Blanc et Varane qui ont tous les deux dirigé une défense championne du monde, et déjà tu as 7 joueurs pour 4 places. Alors bonne chance. Et moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur mon 11 presque. Non, Ouais. enfin sur mes 4 défenseurs, ça va. Tu veux commencer par quoi? Bon, on va commencer par les latéraux. Allez. Arrière droit, arrière gauche. Est-ce qu'on les fait en même temps ou est-ce qu'on les fait Ouais, un bah, on par peut un? faire un par un, vas-y, on coupe cou On les fait un par oui, un. oui. Arrière droit. Allez, c'est Moi, parti. mon arrière droit, c'est Manuel Amoros. Ok, ben moi c'est Lilian Thuram. Évidemment, Thuram, on peut le mettre aussi dans l'axe. Ah! Eh oui, on peut le mettre aussi dans l'axe. Amoros, on peut le mettre aussi à gauche, hein. C'est vrai. On doit plutôt même le mettre à gauche en soi. Il joue à droite en début de carrière et en fin de carrière avec l'équipe de France. Mais quand il est à son top, il est plutôt à gauche. Moi, j'ai mis Thuram à droite parce qu'en équipe de France, il va faire à peu près C'est moitié-moitié, ça. hein. Mais on va dire que quand il gagne 98-2000, il est à droite et je trouve que c'est dans ce rôle d'arrière droit qui va apporter énormément de solidité à cette équipe de France au moment où elle va être peut-être la plus forte. Et c'est aussi au poste d'arrière droit qu'il va être ultra décisif sur la demi-finale, hein, Oui. de Coupe du Monde 98 face à la Croatie. Et ce match des demi-finales, c'était tellement un palier compliqué à passer psychologiquement, je pense, pour l'équipe de France, que voilà, pour ça, c'est mon arrière droit. Mais j'ai eu des hésitations, évidemment. Amoros qui est évidemment à sa place, hein, dans cette équipe Ouais, de bah, en France, fait, hein. c'est ça. Amoros, c'est quand Pas de même, problème, hein. il démarre, à 20 ans en sélection et c'est un choc. Ouais, Il est trop fort dès le début. ouais. Très, très jeune, c'est peut-être le moment où il est le plus fort, en fait. On peut le dire sans problème, c'est une meilleure latérale de sa génération. Ouais. Il peut jouer des deux côtés. Alors moi, je te le dis tout de suite, c'est mon latéral gauche, OK. donc comme ça, on peut en parler. Mais oui, il peut jouer des 2 côtés, il est offensif, c'est un très bon défenseur, il est capable de déborder, de marquer, il se projette beaucoup. Enfin, devant le but, il a une bonne finition. Alors, il a marqué qu'un seul but en équipe de France, c'est assez fou. C'est un profil qui est assez unique dans l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'un latéral aussi offensif, aussi fort techniquement, t'en auras pas d'autres, quasiment, à part Théo Hernandez, peut-être récemment, mais qui est vraiment un cran, même 2 crans en dessous. Et puis défensivement, pour le coup, il a trop de lacunes, Théo Hernandez, là où Amoros, il a quand même, des vrais, gages, défensifs, quoi. Ouais, ça reste costaud. Ben moi, c'est mon arrière gauche parce que c'est impossible de pas mettre ce gars-là à son poste. Il finit quand même 4e, hein, au Ballon d'Or en 86. C'est dire à quel point il est considéré comme un énorme latéral parce que des défenseurs latéraux qui font 4e au Ballon d'Or, déjà dans l'histoire, il ne doit pas y en avoir beaucoup. T'as Roberto Carlos qui fait 2e en Roberto 2002, Carlos, que mais j'allais il te ne doit pas y en dire. avoir beaucoup. Ouais. C'est vrai. Mais après, il y a quand même un petit couac pour Amoros. Enfin, il y en a même 2. L'expulsion contre le Danemark en 84, qui fait qu'il est champion d'Europe, mais sans jouer presque malheureusement la compétition. Et aussi, tu l'as dit, il commence très tôt sa carrière en équipe de France, à 20 ans, mais il va l'arrêter aussi très tôt. À l'Euro 92, il a 30 ans, et à 30 ans, c'est fini. Ouais, totalement. Mais malgré tout, il sera recordman de sélection en bleu quand il prend sa retraite internationale. C'est ça. Donc du coup, toi, ton arrière gauche, c'était, Amoros. Amoros. Bah, je peux donner le mien. Moi, c'est Maxime Bossis. Très bien. Alors, il a pas joué qu'à ce poste, il a évidemment joué en défense centrale aussi, mais Ouais. bah, à un moment donné, il joue arrière gauche et c'est peut-être le meilleur défenseur du monde. Il peut jouer partout, de toute façon. Après à droite, je sais pas trop s'il a joué beaucoup en équipe de France, Ben non, il a très peu joué à droite. En fait, il commence arrière Ouais. gauche. On pense peut-être à tort qu'il a beaucoup joué à droite parce qu'il joue à droite sur le match de Séville. En fait, ils font une inversion avec Amoros qui joue à gauche et Bossis qui joue à droite. Et après 82, Trésor part à la retraite et il va rentrer dans l'axe de la défense. Donc en fait, il joue très très peu à droite. Donc c'est plutôt cohérent de faire Amoros à droite et Bossis à gauche. Moi, j'ai eu du mal à le considérer comme un arrière gauche. Parce que très vite, même à Nantes, il est libéraux. Et quand il est champion d'Europe, c'est lui qui a les clés de la défense centrale.
Ouais, en équipe de France, à ce moment-là, il fait tout. Ce qui est impressionnant chez ce joueur, c'est, sa qualité technique pour un défenseur de cette Oui, époque-là et puis, vision du jeu. exactement. Sa lecture du jeu dans l'anticipation, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans les années 80, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont plutôt rugueux dans les duels et lui, tu as l'impression qu'il est facile parce qu'il voit tout avant Ah les bah autres. oui. Et il est rapide en fait. Il est rapide, il a ses énormes jambes, ce qui le rend hyper difficile à passer parce qu'il est aussi bien placé, il anticipe bien. Et tu l'as dit, alors je sais pas si t'as la stat, mais c'est que 4 cartons jaunes en carrière, Maxime Bossis. Ah oui, il est propre, hein, il tacle quasiment jamais. Ah oui, c'est propre. Et il a un autre record pour lui qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, il est recordman français du nombre de matchs en Coupe du Monde, avec 15 matchs. Donc ça veut dire qu'il est tout le temps titulaire dans tous les matchs possibles de Coupe du Monde, entre 78 et 86. Et il sera battu qu'en 2006 par Barthez. Ouais, c'est vrai. Après moi, je le mets aussi, latéral tout simplement parce que je veux faire de la place dans l'axe, hein, tu l'as bien compris. Mais je comprends. J'ai bien compris. On va passer à notre charnière centrale. Moi, j'ai la charnière de 98, Blanc de Sailly. OK. Bah, moi, du coup, tu as compris que j'avais Blanc Thuram. Ah, Blanc Thuram. Ah, tu mets pas de Sailly. Je mets pas de Saïd, mais je vais expliquer Ouais, pourquoi, ouais. hein. En même temps, pourquoi pas? Parce que Thuram, il a aussi ce profil stopper, hein. C'est exactement. Je voulais un stopper ou un relanceur, donc ma concurrence, elle était sur De Sailly, Thuram et sur Varane, Blanc. Je choisis Thuram parce que plus de longévité, plus d'aspect décisif, je trouve, en équipe de France. De Sailly, il est costaud, tu vois, mais j'ai pas d'image marquante de Sailly en équipe de France où je me dis: «Il a été décisif». Oh, arrête, De Sailly, il est costaud. De Sailly, il est pas juste costaud. De Sailly, il est monstrueux. 94 à 2000, il est monstrueux. Et ouais, ouais, il est monstrueux. Je dis que j'ai pas d'image où il est décisif par un but, par un sauvetage, par quelque chose. Il est fort, il est juste hyper fort tout le temps, mais sans être, l'homme, forcément du match ou de gros matchs. Moi, j'oublie pas qu'il y a quand même cette dinguerie de la finale de coupe du monde 98 où franchement, il y a pas de conséquences, mais ce qu'il fait, aller choper son carton rouge alors qu'il y a 2-0 à 90 mètres de son but, c'est de la folie. Vraiment, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Donc je pars sur Thuram, mais De Sailly, c'est évidemment un monstre en stopper. Oui, ça a été le meilleur stopper du monde à un moment donné, donc ça se tient, quoi. J'ai pas du tout ton problème, vu que j'ai mis Thuram arrière droit. À partir du moment où je mets Thuram arrière droit, la question de savoir qui est le meilleur stopper de l'histoire de l'équipe de France, c'est Marcel Desailly. Il n'y a même Ouais. pas de question. Il y a même pas de question parce qu'il est trop dominant. Je l'ai dit, de 94 à 2000, il est trop dominant, trop fort. C'est vraiment un des tout meilleurs joueurs de l'équipe de France, je pense, sur cette période-là. Il est aussi indispensable, je pense, en 98. Parce que si tu regardes cette équipe de France 98, il y a très peu de joueurs qui ont l'expérience de la victoire dans les grandes compétitions. Et en fait, tu as Deschamps et tu as De Sailly qui ont gagné la Ligue des Champions avec Marseille et avec Milan et la Juve. Et puis voilà, De Sailly, c'est, mine de rien, avec Thuram, Blanc, Lizarazu et une défense qui va être invaincue en match officiel. Bon, sur ce rôle de stopper, pour moi, c'est évident. Étant donné que j'ai considéré Thuram plutôt comme un arrière droit parce que je trouve Oui, que ses meilleures années en équipe de France, je sais pas si c'est ses meilleures années, mais en tout cas celle où il gagne ou celle où cette défense de l'équipe de France elle est imprenable, c'est quand il est arrière droit. Du coup De Sailly, ça s'imposait. J'ai eu plus de difficultés à choisir mon libéraux, et là on va parler des libéraux maintenant, parce que du coup moi rentrais dans la conversation Laurent Blanc, mais aussi Varane et Bossis. juste pour finir sur, De Sailly, moi j'ai du mal avec sa fin de carrière, où il est franchement cramoise et où il veut pas arrêter et quand tu fais 4 ans, ou au moins 3 ans en sélection cramée et que tu as pas la lucidité pour t'arrêter et qu'on t'arrête pas, ouah, il y a un nombre d'images où il prend une sauce. Ouais, mais ça, franchement, tu peux le dire pour tous les champions du monde. On peut faire une liste énorme, et même les champions du monde 2018 qui sont cramés et qui jouent encore. À ce point-là, non, il y a pas plus cramé que lui sur une compét à part Djorkaeff peut-être en 2002, mais lui, il est bouilli, il peut plus courir le mec, hein. Mais Lizarazu, il est cramé aussi en 2004. Enfin, des champions du monde cramés qui ont été trop loin en équipe de France, il y en a plein. Et pour moi, c'est quand même aussi de la faute du sélectionneur. Ah mais c'est d'abord de la faute du sélectionneur de toute façon, c'est d'abord de la faute du sélectionneur, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était juste que la petite parenthèse. On peut revenir à nos libéraux et à Blanc, Varane et toi, oui, tu avais Bossis dans l'équation du coup puisque Ah oui. En vrai, sur les trois joueurs, Blanc, Bossis, Varane, celui que j'ai exclu le plus rapidement, c'est Varane. C'est un défenseur qui est hyper élégant, qui est hyper impressionnant, je trouve, physiquement aussi, parce qu'il est très rapide, et ce qui est quand même une qualité extrêmement rare à ce poste-là.
Ouais. C'est le patron de la défense championne du monde à 25 ans. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, on se dit qu'on a un taulier pour plusieurs années. Et malheureusement, il y a un déclin très rapide après la Coupe du Monde 2018. Sa coupe du monde 2022, elle est bonne, c'est juste il est très vite émoussé, et notamment en finale où en finale Deschamps le sort, à la fin en prolongation, mais je trouve qu'il le sort même tard parce qu'il est loin, Mais il quoi. sort pas qu'en finale en 2022, hein. Il est hyper discutable sur tout le tournoi. Moi, je me souviens très bien, en 2022, on est beaucoup à penser que Konaté est déjà au-dessus de lui, hein. Et de toute façon, c'est sa dernière compète, hein. Il n'y a plus rien après, hein. Ouais, et puis même au-delà de l'équipe de France, sa carrière va juste s'arrêter. Enfin, c'est un mec qui prend sa retraite, à même pas 30 ans, tu vois? Donc mais je comprends parce que en plus quand il démarre, bah, c'est normal, il est hyper jeune, donc il est pas, taulier de l'équipe, même s'il dégage beaucoup de sérénité, tu vois? Il est avec Koscielny ou avec Sakho par un moment, enfin, c'est pas lui le taulier, et c'est trop peu le moment où il dirige vraiment la défense. Donc ça, c'est sûr que derrière, Ouais, c'est tu es ça. obligé de l'éliminer même si c'est un super joueur. Et du coup, le choix se porte, bah, pour toi sur Bossis ou Blanc. Alors qu'est-ce qui te fait décider? Ce qui m'a fait décider, c'est un détail parce que moi, j'adore les deux joueurs. C'est peut-être les images que tu gardes des deux joueurs en équipe de France. Bossis, malheureusement pour lui, c'est terrible, mais c'est le penalty raté, le tir au but raté en 82. Et Laurent Blanc, bah, c'est le but en or C'est le en but en or, 98. mais oui. Et dans un match qui était peut-être le plus compliqué pour cette équipe de France à cette Coupe du Monde. Et voilà, Blanc, il n'a pas une carrière aussi lisse que Bossis en équipe de France. Bossis, on l'a dit, il intègre en 78 l'équipe de France, il est déjà allé à la Coupe du Monde, il est titulaire tout le temps, il peut jouer à tous les postes, donc il est indispensable tout le temps. Blanc, après le match contre la Bulgarie, les éliminatoires ratés 94, il va vouloir arrêter l'équipe de France. C'est Jacquet qui va devoir le convaincre pour qu'il revienne, mais quand il va revenir, il va écrire une des plus belles pages de l'histoire des Bleus, et je le trouve très très important dans cette défense de 98, notamment parce que c'est une équipe qui est très défensive, et lui va avoir un rôle très important, je trouve, dans la construction du jeu de cette équipe-là. Ouais, je suis Donc totalement d'accord. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, dans l'équipe de France de 98, tu as 3 joueurs qui sont capables de créer des choses. C'est Zidane, Djorkaeff et Laurent Blanc. Et hormis ces joueurs-là, on va pas se mentir, les autres, c'est quand même plutôt des joueurs de destruction ou de compensation et de course, mais pas de création. Et Laurent Blanc, il va être, bah, ta première base pour créer et construire. Et ça, du coup, bah, c'est à mettre à son crédit, sur son statut, et c'était dans nos critères, sur l'impact dans l'équipe, quoi. Tout à fait. Et on n'a pas parlé non plus de Marius Trésor. C'est pas un scandale hein, de le mettre dans ce 11 type, parce que c'est quand même un joueur qui, à son époque, est un des meilleurs à son poste. Ouais, Il va être capitaine de cette équipe de France à la Coupe du Monde 78. Il est buteur en 82, en demi-finale, pour son dernier tournoi avec l'équipe de France. Mais sa décennie, c'est plutôt les années 70, et c'est une décennie malheureusement durant laquelle il sera un des seuls joueurs français à surnager. Il s'arrête juste avant cet Euro 84, et c'est ce qui fait que pour moi, il sort un peu de la discussion. je suis d'accord. Donc voilà pour la défense. On peut faire un petit point. Tu peux me rappeler ta défense du coup? Bossis à gauche, une charnière Blanc-Thuram et Amoros à droite. Et moi, du coup, j'ai Amoros, de Sailly, Blanc et Thuram. J'ai quand même 3 champions du monde 98. Ah, Mais même avec Barthez, si on englobe le gardien, ouais, si on englobe le gardien dans la ça défense, se mais tient. De c'est toute façon, il y a beaucoup de personnes dans leur top 11 équipe de France qui mettent la défense de 98, hein. Et en même temps, c'est ce qui fait que tu es champion du monde. C'est d'abord parce que tu as une défense, hyper costaud. c'est clair. On va passer au milieu de terrain. Ouais, On n'avait pas dit dans quel système on jouait, mais ça, on va le découvrir maintenant. 4 milieux de terrain pour moi. pareil, 4 milieux de terrain. Carré magique. Ouais, soit un losange, soit 2 joueurs, plutôt, récupérateurs et 2 meneurs. Ils vont s'arranger. Ouais, je pense que pour le coup, on peut donner les 4 directement. Moi, je vais jouer avec Vieira, Tigana, Zidane, Platini. Ben, on a la même chose, je pensais pas. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, j'ai ben les moi non 4. plus, j'avais un doute sur Tigana, tu vois. J'avais pas de doute sur les 3 autres. Ah ouais, Vieira, tu savais? Vieira, bah on va commencer tout de suite par Vieira. Mais Vieira, c'est un extraterrestre. C'est un des premiers joueurs box-to-box de l'histoire. Juste quand il débarque dans le foot, c'est le joueur du futur. Physique plus technique. C'est le joueur parfait dans ce milieu de terrain qui doit travailler, qui doit relancer. Moi, je trouve que la force de Vieira, c'est que selon le match, selon le moment du match et selon ce que tu as besoin, Vieira, il va être intéressant. C'est-à-dire que si tu as besoin de défendre, il va le faire, il va être bon. Et si tu as besoin de revenir au score,
il va le faire aussi, il va se projeter et il va être bon, tu vois? Ouais, C'est pas le exactement. joueur qui est monotache, tu vois la comparaison, ses concurrents, c'est des Makelele, des Didier Deschamps ou des Kanté. Bah, en fait, ils vont pas être capables de faire les 2 choses. Lui, il a la polyvalence dans le rôle que tu peux lui donner dans une équipe et ça, c'est ce qui lui a fait, être aussi décisif en équipe de France. Alors en 98, il est encore jeune et il a pas du tout Il est d'influence dans remplaçant. l'équipe, mais en l'Euro 2000, il franchement, il va pousser, Petit qui a été le meilleur joueur de 98 quasiment sur le banc. Ouais, Il va même quasiment, mettre Deschamps à la retraite, même si c'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que la presse dit à ce moment-là et en ouais. 2006, pour moi, c'est ton meilleur joueur. C'est peut-être même le meilleur joueur de la coupe du monde 2006. Même dans cette finale, on parle souvent du carton rouge de Zidane, mais pour moi, le vrai tournant du match, c'est la blessure de Vieira. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, cette Coupe du monde 2006, c'est sûrement son plus grand fait d'armes avec l'équipe de France. Il est exceptionnel à ce moment-là, notamment sur le huitième de finale hein, contre l'Espagne, où il est ultra décisif, puisqu'il fait la passe décisive pour Ribéry et il marque le but du 2-1. Et oui, malheureusement, il n'ira pas au bout de cette finale de Coupe du Monde, mais c'est vrai que la contrepartie de son physique monstrueux, ça a toujours été une certaine fragilité quand même. Ouais, je trouve qu'en équipe de France, il a été relativement épargné. En 2004, quand même, il y a le match contre la Grèce où il est blessé et c'est Dacour qui voit jouer et c'est vrai qu'il y a une sacrée diff aussi, à ce Il a moment-là. quand même aussi, en son temps, il sera battu plus tard, mais il a quand même un record de 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France. Physique fragile, mais il a quand même ce record-là, donc pas tant que ça. Bon, pas de Deschamps, pas de Kanté. Kanté, c'est vrai que fouah, ça a été, une grosse claque aussi, mais c'est trop éphémère, c'est trop court Kanté, en fait, Exactement. pour être, en équipe de France. Évidemment que si Kanté, il explose plus tôt et qu'il démarre avant, c'est sûr qu'il y va, mais Moi, j'avais une vraie hésitation entre Tigana et Kanté. ah ouais, c'était Kanté ton hésitation? OK. Bah ouais, c'était Kanté, mais déjà parce que Vieira, il joue quasiment toute sa carrière avec un vrai numéro 6 à ses côtés qui fait la majeure partie du travail défensif. Et Kanté, bah, dans ce rôle-là, c'est tout simplement le meilleur. De par son abattage, de par son volume de jeu, il est évidemment déterminant dans le titre de 2018. Donc c'était vraiment tentant de faire cette doublette Vieira-Kanté. Mais au final, j'ai choisi Tigana parce que c'est aussi un énorme travailleur, même s'il est beaucoup plus offensif, hein, balle au pied que Kanté. Donc ça marche aussi en termes d'équilibre. Et Kanté, tu l'as dit, même s'il a des sélections, bah, ça s'arrête un peu vite, malheureusement, en équipe de France. Il va y avoir beaucoup trop de blessures à partir de 2022, ce qui fait qu'on ne profitera pas assez de ce joueur, qui arrive en plus plutôt sur le tard en sélection. Bah, il arrive sur le tard tout court dans sa carrière, donc à partir du moment où il explose tard, forcément, que ses sélections arrivent tard aussi. Et toi, t'hésitais plutôt avec Deschamps. Non, 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 j'hésitais plutôt avec Paul Pogba. Ah oui. Pogba, j'ai longtemps hésité parce que c'est vraiment, pour moi, le joueur de sa génération en équipe de France. C'est-à-dire que c'est un joueur en club qui a toujours quasiment déçu à part, son passage à la fin à la Juve. Moi, je trouve pas que ce soit le joueur de sa génération en équipe de France, mais on en reparlera. Ah, je trouve qu'il est hyper décisif, Moi, pour moi, sa génération, c'est Griezmann, c'est pas Pogba. ouais, c'est Griezmann, mais tu as tellement d'images de Pogba, en fait, c'est le joueur qui te fait kiffer, Pogba dans sa génération, parce qu'il te sort des gestes, parce qu'il te sort des frappes, des passes de nulle part. Toute mon hésitation sur le 11, elle est sur ce poste-là où franchement, Pogba Ticana, je sais pas, c'est compliqué. Bah, c'est juste que Pogba, c'est pareil. En fait, il y a quand même des déceptions avec l'équipe de France, c'est C'est qu'on plus a ça, l'impression mais qu'il... c'est tu vois, c'est des déceptions parce qu'il y a plus d'attentes. Je pense qu'il y a plus d'attentes autour d'un Ouais, Pogba que d'un Ticana, donc parfois on reste sur des attentes. C'est con, mais tu vois, même contre le match de l'Euro, contre la Suisse en, bah oui, l'Euro 2021, enfin 20 du coup, c'est lui qui perd la il met balle. un but de dingue, il fait un match incroyable. Je pense que c'est une des compétitions où il est le plus fort, mais Je vraiment suis sur les d'accord. 4 matchs, il est incroyable. Son match contre l'Allemagne, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs de sa carrière et il va faire cette pauvre perte de balle à la fin du match et ça résume, je trouve, la carrière de Pogba presque, en fait. C'est du génie absolu, c'est un mec qui te fait rêver et puis à chaque fois que tu l'attends pour être le plus fort, il va malheureusement te décevoir ou être blessé ou louper un truc. Je trouve que Pogba, tu auras toujours cette éternelle frustration de te dire qu'il a pas fini ce qu'il avait à finir avec l'équipe de France dans sa carrière. Ouais, je suis d'accord. Et Tigana, bah effectivement, c'est le moteur physique du carré magique, où il a ce rôle de récupérateur, mais il se projette aussi énormément balle au pied, et ce qui est très rare pour son époque. Donc je disais que Vieira, c'est le joueur du futur, mais Tigana, à son époque,
c'est aussi un peu le joueur du futur, hein. Bah, la meilleure image, c'est le but, du 3-2 contre le Portugal à l'Euro, 84 où Évidemment, ouais, il ouais, va évidemment. déborder, il Mais va c'est ça. dribbler tout le monde et Mais moi, c'est ça qui fait toute la différence en fait avec les autres. Au final, quelque part, c'est un peu comme pour le fait que je mette Laurent Blanc. Finalement, Tigana, tu as cette image-là. Et pour le coup, sur cet Euro 84, qui est quand même le premier trophée qui est gagné par l'équipe de France, il est clairement le deuxième meilleur Français de cette équipe derrière Platini. ouais, Et il n'y a pas de secret, hein. Cette année-là, il termine deuxième du Ballon d'Or parce que il impressionne vraiment à cet Euro. ouais, je suis d'accord, complet. Donc, s'il y avait effectivement, je suis d'accord, un deuxième joueur à mettre de cette génération des années 80 après Platini, bah, c'était Tigana. Ouais. Donc, on l'a mis tous les deux. Pas de Deschamps, pas de Makelele non plus. Makelele, c'est trop court, en fait. C'est pareil, c'est comme Kanté, c'est Bah trop oui. éphémère et puis c'est une seule compète, Makelele, enfin 2 parce qu'il a fait l'Euro 2004, mais C'est que Makelele, il est de la génération des mecs de 98, mais il est ni là en c'est 98 ni ça. en 2000. Donc compliqué à partir de là. Et Deschamps, alors Deschamps pour le coup, on a beaucoup de choses. On a la longévité, on a le capitana. Et là, on va dire que c'est juste qu'en termes de qualité par rapport aux autres joueurs dont on parle, c'est en dessous, quoi. Ouais, c'est ça. Sa première qualité, certainement, sur un terrain, c'était quand même ses qualités physiques et ses capacités à répéter les efforts. Mais je trouve qu'il avait cette capacité à lire le sort d'un match. Un peu comme des mecs comme Thiago Motta. C'est des gars, ils savent quand il va falloir faire faute, ils savent quand il va falloir peut-être accepter de jouer plus bas ou à l'inverse de pousser parce que là, c'est le moment Mm. pour aller marquer. Ouais, bien sûr. Et puis, bah, il était hyper décisif dans la gestion d'un groupe, le lien avec le coach. Donc rien que pour ça, il peut avoir totalement sa place dans un milieu de terrain. Mais là, virer Vieira ou Tigana, c'est chaud, quoi. Non, mais Je t'as raison. pense Mais que là, pour moi, c'est. en fait, on va pas se mentir, il y a Vieira qui, pour plein de raisons, est largement indiscutable. Pour moi, c'est indiscutable. Mais après, si tu me dis entre Tigana, Kanté, Pogba, Deschamps, le deuxième que tu rajoutes, ouais, il y a vraiment match. Il y a vraiment Il y a match. match, ouais. Entre ces quatre-là, il y a match. Je suis d'accord. Et on va parler de nos deux joueurs un peu plus offensifs, Zidane, Platini. Là, il n'y a pas de débat. Ne pas mettre un de ces deux joueurs serait un scandale. Là, pour le coup, il faut dire les Ah, j'avais choses. pensé à Johan Mikou. Non, mais on peut penser à Giresse, mais du coup, il n'y a pas de place pour un gars comme Giresse quand on a Zidane et Platini. Oui. Zidane, il a ce côté, je trouve, où c'est une figure presque christique. Mais totalement. C'est un dieu, oui, oui. Le gars, c'est. C'est le Messi de l'équipe de France, tant il a Ouais. apporté la lumière à cette équipe, et tant, je trouve, il incarne la victoire. Parce que Zidane, c'est cette Coupe du Monde 98 où il est pas terrible, mais mine de rien, le mec est là, le ballon tombe sur sa tête, quoi, sur les deux corners pour aller marquer 2 fois. Ouais. Ensuite, il y a cet Euro 2000, qui est le premier tournoi dans lequel il va véritablement briller, et il va vraiment s'affirmer comme le meilleur joueur du monde. Mais surtout, je trouve que ce qui est le plus marquant presque dans sa carrière en bleu, c'est son retour. Après 2005, à ce moment-là, il y a vraiment un côté Dieu qui redescend sur Terre pour sauver l'équipe de France. Et cette Coupe du Monde 2006 qui devient l'apothéose de sa carrière en bleu, alors qu'on ne l'attend pas à ce niveau, parce que son retour est quand même laborieux, en tout cas dans une équipe de France qui a la peine, mais il va délivrer le meilleur de son football au moment le plus important. Tu parles de son retour, mais même 2004, l'équipe de France est nulle, mais il a encore une image sur son doublé en fin de match contre l'Angleterre. C'est un gars, tu peux pas l'enlever d'image de but ultra décisif pour l'équipe de France. C'est un joueur de toute façon dans sa carrière, il est trop fort dans les gros matchs. Le gars est tout le temps bon dans les gros matchs. Et ça, à un moment donné, bah ça reste. Et oui, certainement que dans des saisons et même dans des matchs en équipe de France, sur des phases de qualif ou des matchs amicaux, il passe certainement à côté, il est moyen. Mais quand tu as besoin de lui dans les grands matchs, bah globalement, il est là, quoi. Et il fait le taf. Ouais, c'est ça. Et pour Platini, il y a plein de choses à dire. Il y a les fameux 41 buts qui vont être un record pendant des années et des années en équipe de France. Il faudra quand même attendre un attaquant du calibre de Thierry Henry pour le battre. Il y a 11 coups francs aussi parmi ces 41 buts. C'est aussi un record en sélection. C'est peut-être pas le meilleur tireur de coups francs de l'histoire, mais en sélection, personne n'a fait mieux dans le monde. C'est dire à quel point ce mec est clutch en équipe de France. Et évidemment, le record le plus improbable de sa carrière, c'est ses 9 buts en 5 matchs d'Euro. Le Ouais. fait qu'il soit meilleur buteur de l'Euro sur un tournoi avec 9 buts en 5 matchs, mais ça, c'est une stat qui est incroyable, je trouve. Et puis, je trouve qu'il a ce côté idole totale d'une génération. C'est peut-être encore au-dessus de Zidane, je trouve, dans l'aura pour sa génération. Dans l'impact, en tout cas, qu'il a sur son équipe, parce que Platini, à partir du moment où il met le pied en équipe de France,
c'est le patron. Complet. Et contrairement à Zidane, Platini, il a ce truc où il est très vite identifié comme le génie français, comme le joueur sur lequel vont se reposer tous les espoirs. Et Zidane, je trouve que son retour en 2005 et sa Coupe du Monde 2006, c'est vraiment ces éléments-là qui le font passer dans une autre dimension et qui l'amènent peut-être au niveau de Platini. Finalement, Zidane, il devient vraiment le boss un peu sur le tard par rapport à Platini. Après, je pense que l'autre truc qui permet à Zidane d'avoir aussi cette image-là, c'est que dans son style et dans son esthétique de jeu, il n'y a pas grand-chose de plus beau dans le foot, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, et ça marque les gens. Ça marque les gens, sa capacité à contrôler un ballon, à faire sa roulette, comment il se tient en termes de posture sur son corps, c'est costaud. Ouais, c'est vrai. Donc on a vraiment deux génies du foot, chacun sa génération, avec une aura Et incroyable. là, on est bien sur la création, au milieu de terrain, là, on est bien. Il y Ah a ce qu'il oui, faut. on est C'est bien. Et parfait. puis voilà, ce qui est valable pour Zidane l'est aussi pour Platini. On a deux joueurs qui sont ultra décisifs dans les grands matchs. Ah oui, parce que oui, Platini, c'est la même chose. Donc c'est une évidence, impossible de départager ces deux joueurs et d'en oublier un seul. Et maintenant, il va falloir qu'on passe aux attaquants. Simple, les attaquants. Non, il y a 2 places et ils sont 3, Il y a quoi, à deux mon places et ils sens. sont trois. Et moi, je vais devoir faire une folie. Tu vas faire une Ouais. folie. Je sais que On tu vas va pas me voir. suivre là-dessus, mais en fait, je me rends compte que je suis obligé de faire une folie. Donc, deux attaquants, on va pas se mentir, je pense que les places, ça se joue entre Henry, Griezmann, Mbappé. Ouais, c'est ça. Et bien, moi, je vais faire une attaque Griezmann-Mbappé. Ah ouais, ah oui, en effet, je pensais vraiment pas que tu allais Ouais. faire ça. Je me suis choqué OK. en le faisant moi-même. Je J'étais choqué, précise hein. par avance que vraiment, pour dire à quel point ça me choque, quand je suis gamin, mon joueur préféré, c'est Thierry Henry. Et là, je me retrouve Ouais. à le sortir de mon 11 type de l'équipe de France. Et c'est trop compliqué de pas mettre Griezmann. Voilà. Et toi, dis-moi quel est ton OK. duo. Moi, j'ai mis Henry, Mbappé, hein. Ouais, j'ai sorti Griezmann, mais plutôt pour des questions, tactiques par rapport à l'équipe. J'ai sorti Griezmann parce que j'ai pas besoin de Griezmann dans cette équipe, avec Zidane et Platini derrière. Mais, Mais j'entends. après, tu as deux joueurs qui se ressemblent beaucoup aussi en termes de profil, hein, Henry et Mbappé. Ils vont se battre pour reprendre ce côté gauche-là, un peu. Oui, ils vont se battre pour prendre le côté gauche. Après, c'est pas grave, hein, ils iront à tour de rôle et puis de toute façon Mbappé maintenant il Il sera joue dans l'axe, relax. donc c'est tout. Ouais. L'hésitation, évidemment, c'était sur Griezmann et Henry, parce qu'en fait, à partir du moment où je mettais Griezmann, Mbappé, pour moi, c'était une évidence. C'est impossible de mettre Griezmann et pas mettre Mbappé. Ah ouais, pourtant Mbappé on Mais pourrait oui, mais en fait, alors pourquoi Mbappé c'est l'évidence? Moi je pensais que c'est lui que tu allais enlever. parce que Griezmann, quand il gagne avec l'équipe de France, c'est à partir du moment où il y a Mbappé. Mbappé, Je c'est suis une d'accord. onde de choc en 2018. C'est la révélation au monde entier de ce joueur-là, parce que personne ne le connaît. Nous, on le connaît parce qu'on suit la Liga, mais personne ne connaît Mbappé. Ouais, tu l'as vu quand même un petit peu en Ligue des Champions, contre City et Dortmund, Oui, c'est vrai. mais en Mais effet tu vois, la révélation, c'est avec le maillot de l'équipe de France, malgré tout. Il est champion du monde à 18 ans, mais en étant un joueur majeur, hein. Là, c'est pas Thierry Henry champion du monde. Oui, parce qu'en 2018, il y a un match charnière qui change la compétition de la France. L'Argentine. C'est le 8e contre l'Argentine et c'est le meilleur joueur du match. Voilà. Il met un doublé, il provoque le penalty. C'est le match qui change la compète de l'équipe de France et je trouve que c'est le match qui révèle Mbappé au monde en fait. Et après, il te fait une Coupe du Monde 2022 qui est encore plus balèze, avec forcément les Oui, 3 où buts là, en finale. pour le coup, Voilà. puis même au-delà des 3 buts en finale, moi je trouve que la Coupe du Monde 2022 de Bon, il y a Mbappé, le match contre la Pologne, il y a plein de choses. Non, c'est mais la il y a plein de meilleure choses. version de Mbappé qu'on ait vue en fait. Oui, je suis d'accord. Là, il est incroyable. Il a les cannes, il joue à gauche. Chaque fois qu'il touche Ah, la il est balle, il prêt, fait hein. une différence. Physiquement, il est au top. Et là, on se dit, on le compte que actuellement dans sa carrière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas C'est en ça. compte ce qui va arriver. Et il a que 27 ans, il a 94 matchs, 55 buts. Ça va devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Ça va devenir certainement le joueur le plus capé de l'équipe de France. Donc de toute façon, son rôle en équipe de France va être entériné. Après, il y a des côtés sombres, hein, chez Mbappé, Carrément. clairement. Il y a l'Euro 2021, je trouve, où on commence à découvrir tout le cirque Mbappé, avec le fait notamment qu'il veuille tirer tous les coups de pied arrêtés, ce qui était insupportable. Sur les coups francs, c'est fou. Il est pas bon dans l'exercice et il les prenait. Ouais. Je suis d'accord.
Il va y avoir aussi l'histoire du Capitana, justement, où il va griller un peu la priorité à Griezmann. Et t'as un Deschamps, on a l'impression qu'il lui cède un peu tous ses caprices. Il a ses caprices où vraiment, je veux toute la lumière, je veux le 10, je veux le brassard, je veux tirer les pénaux. Moi, il y a un truc, je trouve, sur le choix de Deschamps de donner le brassard à Mbappé, c'est que je pense qu'à la fin de la coupe du monde 2022, sur cette finale, Mbappé, il prend le pouvoir. Mais parce que Mbappé, à la mi-temps, il dit à tout le monde: «On va le faire, on est capable de remonter 2 buts». Il dit: «Moi, je vais le faire», et il le fait. Ouais. Et je pense que Et c'est vrai que Griezmann, il est plus sur le terrain. Parce qu'en plus, il a raté sa finale. c'est ça, et il est Mm. cramé sur cette Ouais. finale. Oui, comme beaucoup de joueurs qui ont fait toute la compète, il est complètement oxy, et ça, je trouve que c'est une image qui doit rester dans la tête de Deschamps, c'est de me dire: bah, lui, en fait, c'est lui qui va nous faire gagner, et donc je vais lui donner les pleins pouvoirs. Par contre, ce qu'il a moins bien mesuré, c'est l'impact que ça allait avoir sur Griezmann, parce qu'en fait, ça a complètement tué Griezmann et la fin de son histoire avec l'équipe de France. Non, mais de toute façon, Mbappé, il a eu des difficultés avec Griezmann, des difficultés avec Benzema. T'as l'impression que faut pas trop lui voler la vedette, quoi. Il a eu des difficultés avec Neymar aussi au PSG. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, de toute façon, dans son ego, même si je pense qu'en équipe de France, il est capable de mettre ça de côté, moins en club. Et je trouve que ce qu'on lui reproche souvent en club, où on dit que, on a besoin de 11 mecs qui courent, qui sont capables de faire les efforts, en sélection, c'est différent. Je trouve C'est qu'il a vrai. tout, en fait, pour être le joueur de sélection par excellence. Parce qu'en sélection, tactiquement, évidemment que tu es moins au point. En plus, les compètes sont à rallonge, tu joues tous les 3 jours, donc il y a encore de plus en plus d'écart. Physique, je veux dire, et lui, enfin, tu vois, la coupe du monde qui arrive, tu as la sensation qu'il va encore faire tellement mal, quoi. Et tu sens aussi qu'il se prépare pour ça. Il se prépare pour Les ces années de coupe du événements. monde, tu la Ah bah sensation oui. qu'il est bien, quoi. Ouais, je pense qu'il se prépare et que pour lui, l'équipe de France, c'est très important. La Coupe du Monde, c'est très important. C'est des échéances qui comptent énormément dans sa carrière. Je te propose de parler de Thierry Henry et puis j'enchaînerai ensuite sur Griezmann pour expliquer mon choix. Thierry Henry, il démarre assez tôt en équipe de France, il est très jeune. La révélation où il va vraiment prendre le lead de l'attaque en équipe de France, c'est à l'Euro 2000, Ouais. où il va faire une énorme compète. Pour le coup, j'ai vraiment l'image du match contre l'Italie en finale, où clairement la France, c'est horrible les ballons qu'il lui donne. Il est tout seul devant Ouais. avec Cannavaro, Nesta, Maldini, et il se démerde tout seul avec les 3 Italiens sur le cul. Et il va quand même leur faire mal quand il a la balle, il est capable de temporiser, d'éliminer. Et puis en 2006, il est encore décisif, évidemment, c'est ton attaquant de pointe dans le 4-5-1, il joue moins sur un côté comme il a pu le faire au début de sa carrière. Par contre, la fin de son aventure en bleu est moins bonne. C'est moche. Et très très moche. Et très Bon, très en moche. 2008, il est encore dans le coup d'un point de vue du jeu. C'est juste que la France va complètement louper sa compète. Par contre, en 2010, il fait la compète de trop, et en plus, il va clairement presque supplier, en tout cas dans les dires de Domenech, pour Ouais. qu'il revienne en équipe de France et qu'il Ouais, fasse c'est dans vrai. sa stade sa dernière Coupe du Monde, sa 4e Coupe du Monde et tout. Et en fait, il va être inutile, c'est-à-dire qu'il va être inutile dans le jeu parce qu'il est cramé, et c'est une réalité. Et en plus, il va être incapable, alors que lui, c'est le joueur d'expérience, d'éviter le fiasco de Nesta. Et Alors, il va être incapable de sortir du bus, hein, surtout. oui, bah, voilà, c'est ce que je veux Mm. veux dire par ça. Il dira, hein, que sur Naïsna, il arrive plus en tant que leader, il est plus le joueur, reconnu par le groupe, et que du coup, il se sentait pas de le faire, mais quand même, tu as ce truc-là. Et puis il y a la main contre l'Irlande sur cette qualif-là. Il y a plein d'images sur sa fin de carrière qui fait que d'ailleurs, après sa carrière, il a eu je pense, une mauvaise image pour les supporters de l'équipe de France. Et là, depuis, quelques années, il a été réhabilité quand même. Moi, je sais pas si on avait tant une image négative de lui après ça, parce qu'en fait, on a mis tout le monde dans le même sac. On n'a pas vraiment ciblé Thierry Henry, hein, je trouve, sur Nice Star. On a même un peu oublié qu'il était là, hein, à vrai dire, je trouve. Non, je parle pas forcément de Naïsna en précis, mais sur ces dernières années en équipe de France où, bah, il est moins performant, c'est lui aussi qui fait cette main, Ah ouais, ça, c'était pas beau aussi, ouais. Ça va donner de l'eau à mon moulin. oui, oui, Euh, totalement. Mais après, je trouve que dans l'importance qu'il a sur ces trophées, coupe du monde 98, Euro 2000, coupe du monde 2006, c'est ton joueur offensif, quoi. je vais quand même rappeler des choses sur Thierry Henry avant de dire pourquoi j'ai mis Griezmann, parce que je veux pas qu'on pense que je sous-estime Thierry Henry. Thierry Henry, recordman de buts en bleu à son époque. Meilleur passeur aussi. Ça, on le sait peu. Meilleur passeur de l'équipe de France à son époque. Record de passe qui sera battu par Griezmann, justement. Thierry Henry, il a sa place en soi, déjà parce que c'est un attaquant de classe mondiale qui va être ultra dominant pendant 10 ans. C'est vrai que l'équipe de France a jamais eu un attaquant de ce calibre-là.
Ils ont eu des très bons attaquants, classe mondiale. Ils ont eu Cantona, Papin, mais ça a été un échec en équipe de France. Ils n'ont jamais eu un attaquant de ce niveau-là. Donc normalement, Thierry Henry, c'est inévitable. Tu es obligé de le mettre. Mais le problème, c'est que j'ai Griezmann. Et que Griezmann, c'est très 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 compliqué de l'oublier parce que c'est le joueur qui incarne le plus l'ère des champs. Le renouveau de l'équipe de France de 2014 à 2024, c'est le joueur qui réconcilie l'équipe de France avec ses supporters à un moment donné où franchement on n'a plus trop envie de la suivre cette équipe. Il va vraiment s'imposer comme le leader des Bleus en 2016, où il va être ultra décisif en demi-finale contre C'est le l'Allemagne. meilleur joueur de la compétition en C'est 2016. ça, c'est le meilleur joueur de la compétition. Thierry Henry, en fait, il est très bon avec l'équipe de France, mais 98-2000, c'est pas lui le patron. Ses meilleures années où il est à son top, c'est 2002, une expulsion contre l'Uruguay au deuxième match, donc on le voit plus de la compétition. 2004, il est vraiment à son pic. C'est-à-dire tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur attaquant du monde, mais malheureusement, je trouve qu'il passe un peu au travers. En tout cas, il n'arrive pas à transcender cette équipe. Ah, il est décisif, il marque les buts quand même, mais après, c'est que l'équipe tourne pas, hein. Et en 2006, c'est le joueur sur lequel on a le plus d'attentes. C'est lui qui qualifie la France à la Coupe du Monde, mais au final, c'est Zidane qui va prendre toute la lumière. Donc il a été bon, même très bon, parce que c'est un immense joueur, mais je trouve qu'il n'a pas réussi à porter les Bleus comme il aurait dû le faire, contrairement à Griezmann, qui lui, je trouve, apporte véritablement un supplément d'âme à son équipe quand il est sur le terrain. Oui. Et tu vois, Griezmann, même quand on pense qu'il est cramé après son transfert à Barcelone, eh ben, il est toujours là avec l'équipe de France, toujours performant, toujours irréprochable. Et en 2022, il va encore surprendre tout le monde en reculant dans le milieu de terrain, presque en relayeur. Et il y a cette finale ratée, on en a parlé quand on a parlé de Mbappé, mais son tournoi globalement de 2022, il est très 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 bon. Et pour moi, c'est impossible d'oublier Griezmann, c'est impossible de ne pas le mettre. Il y a une stat qui est hallucinante avec Griezmann. J'ai parlé de Vieira, j'ai parlé du record de Vieira des 44 matchs consécutifs. Griezmann, le record de Vieira, il l'a pris et il en a fait des confettis. Il a joué 84 matchs consécutifs en bleu. C'est dire à quel point ce gars est indispensable. Mais de toute façon, il était jamais blessé, ce mec aussi, hein, en réalité. Et pour moi, ça me paraît impossible de ne pas mettre Griezmann. Impossible. Et à ce jeu-là, si on essaye de faire une équipe équilibrée et qu'on joue pas avec 3 numéro 10 et 3 attaquants, Bah, moi, justement, c'est ce qui me fait un peu l'enlever, c'est que je trouve que dans ses qualités, le fait qu'il y ait Zidane et Platini, j'ai pas besoin de Griezmann dans l'équipe, alors que j'ai besoin de joueurs d'espace parce que, non, mais pour moi, la parce question, que, c'est pas de savoir si Griezmann remplace Zidane ou Platini. On est d'accord que si on considère comme un meneur de jeu, Griezmann, il peut pas remplacer Zidane ou Platini. bah oui, donc du coup, moi, j'enlève Mais si on Griezmann. considère comme un attaquant, ce qui a aussi été son rôle en équipe de France, la question c'est est-ce qu'Henry est plus légitime que Griezmann dans ce 11? Et pour moi, la réponse est non. Parce qu'Henry, ça a été un super jeune premier en équipe de France. Mais au moment où c'est son tour de guider cette équipe, il réussit pas. Oui. Et il n'a pas réussi à fédérer. Et l'image qu'on garde le plus d'Henry avec le brassard de capitaine, c'est cette main contre l'Irlande, ce qui va en plus directement l'amener au désastre de 2010. Et au final, tu remarqueras que je ne mettrai aucun joueur du bus. Voilà, les joueurs qui sont restés dans le bus, ils restent dans le bus, ils rentrent pas dans le 11 type, donc pas de Lloris, pas de Thierry Henry. C'est dur, mais c'est comme ça. Ah ouais, toi, tu es intransigeant là-dessus. On descend du bus. Si on descend pas du bus, on n'est pas dans Non, l'équipe. non, non, c'était pas prévu, mais en fait, en faisant les critères, hey, à un moment donné, je m'attendais pas à ne pas mettre Thierry Henry, mais Ah, moi non plus, je pensais que tu allais enlever Mbappé, hein. il faut oublier ce que tu as fait en club, penser que au maillot de l'équipe de France. Et du coup, j'oublie tout le Thierry Henry Arsenal, ce qu'il fait en première ligue, etc. Le joueur qu'il est, je prends que l'équipe de France. Et même s'il est très très bon avec l'équipe de France, il a des records, etc. Mais impossible pour moi de ne pas mettre Griezmann, ça aurait été trop injuste. Alors après, je peux entendre que c'est pas idéal effectivement d'aligner Griezmann en attaque. Mais bon, à un moment donné, il n'y a que des mecs qui ont un QI de football de malade devant, ils vont se démerder pour jouer. Ouais, bah ouais. Par contre, pas de Giroud. Non, pas de Giroud. Pas de Giroud. Pas de Giroud, pas de Benzema Ah ouais. non plus, hein, mais bon, pour des raisons. Oui, Benzema, on en a pas parlé. On est vraiment sur la sélection de l'équipe de France. Bah, Benzema, il y a une période d'absence beaucoup trop longue. Pas de Papin non plus, pas de Cantona, et il y en a plein qu'on peut citer, des joueurs de classe internationale, mais qui n'ont même pas joué de Coupe du Monde pour certains. Donc, et Giroud, hyper important dans l'ère des champs, mais ça reste en dessous des joueurs dont on a parlé. Ah bah oui, c'est sûr. Je pense qu'on a parlé à peu près de tout le monde. Est-ce que tu veux redonner ton 11 complet? Mon 11, c'est Barthez, Thuram, Blanc, Desailly, Aboros.
Vieira, Tigana, Zidane, Platini et devant Griezmann et Mbappé. Ouais, ça a de la gueule quand même, hein, c'est parfait, hein. Moi, du coup, je joue avec Hugo Lloris dans les buts, Amoros, Thuram, Blanc, Bossis, Vieira, Tigana, Zidane, Platini, Henry, Mbappé. Est-ce qu'on met un petit sélectionneur? Bah, du coup, on met Didier Deschamps, parce qu'on l'a pas mis dans l'équipe. On met Didier Deschamps Ou Hidalgo. ou Hidalgo. Moi, je vais Ouais, mettre pour moi, Deschamps. ça joue entre Hidalgo, Deschamps et Jacquet presque. Mais en fait, malheureusement, il arrête après la Coupe du Monde 98. Et Jacquet, au final, j'ai du mal à identifier la patte Jacquet, tu vois, sur l'équipe. Ah, c'est comme Deschamps. C'est l'assistant de Deschamps. Deschamps, justement, la patte Deschamps, tu la lis bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est quasiment la même que Jacquet. Tactiquement, c'est quasiment la même chose. Dans la construction d'un groupe, c'est quasiment la même chose. Et après, il y a Hidalgo. En vrai, Hidalgo, mine de rien, il va requalifier la France pour une Coupe du Monde. Après 12 ans d'absence, il va être le premier entraîneur sélectionneur à faire gagner l'équipe de France. Et pour le coup, il y a une vraie patte aussi. Même si on parle beaucoup de Platini qui gère énormément cette équipe, etc., etc., c'est quand même lui qui crée le carré magique, avec 4 milieux de terrain techniques. Il faut rappeler que dans le carré magique, à la base, la pointe basse, c'est quand même Bernard Gengini qui est un numéro 10. Et c'est pas pour rien qu'on appellera cette équipe le Brésil de l'Europe. Donc Hidalgo, Deschamps, moi j'ai peine à trancher. Voilà, je te laisse choisir. Comme on l'a pas mis en tant que joueur et qu'on est quand même dans le 11 qui doit représenter l'équipe de France, bah, je pense qu'on va mettre Deschamps en tant que coach. Très C'est bien. pas le plus romantique, mais voilà, c'est ce que la France est devenue. Eh bien écoute, on va s'arrêter là. Ouais, on a fait le tour, hein. Ouais, Des ouais, belles ouais. petites équipes quand même. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même dans l'équipe de France un sacré vivier de joueurs qui a eu du lourd, parce que là, on n'a pas parlé de Djorkaeff, de Ribéry, de mecs Ouais, même c'est comme vrai, Pires. c'est vrai. Ribéry, non mais t'as raison, Ribéry, c'est vrai qu'on a complètement fait l'impasse dessus, mais bon, après, c'était compliqué d'aller chercher des mecs qui sont sur cette période-là, qui s'étend de 2008 à 2012. On va dire que c'est vraiment des années très sombres. C'est ça. Eh bien, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Mais merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on espère que vous serez à nouveau à l'écoute pour un nouveau 11 type de sélection. À bientôt dans le passé. Salut tout le monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et on va- Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai.